Eh bien, bonjour, bonjour et bienvenue au premier Book Club de l'année 2021 dans ce tout nouveau décor. Nous recevons ce soir Caroline Laurent. Bonsoir. Bonsoir Caroline. On va être ensemble donc pendant une grande heure et on va parler et faire connaissance avec ce livre, donc Rivage de la colère, paru aux éditions Pocket et qui voilà, se fera l'objet de la conversation de ce soir. D'abord, merci, merci, Merci Caroline d'être avec nous. Si cela vous convient, on organisera la rencontre en deux temps, une première conversation toutes les deux, puis une grande phase de questions-réponses de la part des gens de l'autre côté de cet écran. Avec plaisir. Voilà, à ce sujet, d'ailleurs pour tout le monde, profitons du seul avantage d'un Zoom qui est de pouvoir poser des questions à n'importe quel moment. Donc si jamais il y a une chose qui vous interpelle ou une question qui émerge, n'hésitez pas à la mettre directement sur le chat puisque Maxime en coulisses se chargera de les compiler et de les poser à la fin. Et évidemment, à la fin, on libérera beaucoup de temps pour que vous puissiez poser vos questions en direct et à Caroline qui se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, et nous tous aussi. Donc voilà, merci à tous de l'autre côté et merci encore Caroline. On va commencer après ces quelques indications préambulaires d'organisation pour faire donc voilà, connaissance avec Rivage de la colère. Vous avez décidé de situer l'action au cœur de l'océan Indien, dans l'archipel des Chagos, et plus spécifiquement sur l'île de Diego Garcia. J'ai dit que je faisais aucun accent ce soir, donc sur l'île de Diego Garcia, sans dévoiler des choses précieuses sur le livre et qui voilà, abîmeraient la lecture. Pour résumer et dire quelques mots du livre, c'est une histoire d'amour entre Marie-Pierre, qui est une chagossienne qui a toujours vécu à Diego Garcia, qui rencontre Gabriel, jeune homme venu de Maurice de la ville, venu pour être l'assistante de l'administrateur local. S'ensuit une rencontre et beaucoup de choses. Tout ça se passe en 1967. Et 1967, c'est l'année où Maurice devient indépendante. Mais en revanche, l'archipel des Chagos, non. Et on y reviendra plus tard, mais est vendu comme base américaine. Et tous les Chagossiens, au lieu de devenir indépendants, sont contraints à l'exil. Donc voilà, on reviendra plus tard, mais il y a comme ça un entremêlement de la grande histoire et d'une histoire d'amour qui se poursuit pendant tout le livre. Donc voilà pour le cadrage général. Et justement à ce sujet, c'est un roman qui a un fort ancrage géographique, un fort ancrage historique. Donc ça, c'est jamais par hasard. On décide pas de situer une action à ce point-là. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est porté votre intérêt pour cette histoire des Chagossiens et pourquoi en faire un livre ? Oui, alors cette histoire qui, effectivement, sur le papier pourrait sembler lointaine, etc., elle me touche de près puisque c'est un pan un peu de mon histoire personnelle et familiale. Il se trouve que ma mère est mauricienne d'origine, que je suis moi-même franco-mauricienne, donc j'ai la double nationalité, les deux passeports, les deux cartes d'identité. Et que ma famille et ma maman, qui à l'époque avait une vingtaine d'années, même pas une vingtaine d'années, une quinzaine en réalité, a eu la chance de vivre quelques mois sur Diego Garcia au début des années 60. Alors Diego Garcia, vous l'avez dit, rattaché à l'archipel des Chagos, qui lui-même était rattaché à l'île Maurice, l'île Maurice étant elle-même rattachée à l'empire colonial britannique à l'époque. Diego Garcia, c'était véritablement un Éden terrestre, un paradis. Imaginez ce lagon absolument sublime, d'une pureté incroyable, ces plages au sable plus blanc que le lait. Enfin, c'est presque un poncif tellement tout était beau et tout était merveilleux. Et ma mère vit là avec sa famille quelque temps et s'imprègne forcément de ces paysages, de cette douceur. Elle croise, mais plutôt de loin quand même, les Chagossiens qui travaillent surtout la noix de coco, le copra, la matière sèche de la noix, qui vivent de la pêche et qui, somme toute, vivent en communion avec la nature et mènent une vie paisible. Et puis donc ma mère continue sa vie, elle part aux Seychelles en fait avec ma famille pour retrouver mon grand-père qui avait été muté là-bas. Et peu après arrive effectivement cette fameuse année 67
avec le référendum sur l'indépendance de l'île Maurice. Et Maurice accède à l'indépendance en 68. Et c'est le moment de bascule, puisque 68, pour elle, c'est le moment de l'exil. Elle décide de quitter son petit caillou de l'océan Indien pour venir en Europe. En mai 68, s'il vous plaît. Donc Paris en mai 68, elle avait choisi son époque. Et elle mène sa vie à elle. Et des années plus tard, en 75 seulement, elle apprend que pendant cette année 68, les Chagossiens, donc on pourrait dire presque ses frères mauriciens d'une certaine façon, ont été déportés de façon cruelle, tragique, innommable, par les Anglais, et vomis sur les quais de Port-Louis, qui est la capitale de l'île Maurice, pour faire place nette, afin effectivement que Diego Garcia devienne une base militaire américaine. Et je crois que ça a été pour elle une manière de réactiver sa propre douleur de l'exil. Ça a été une souffrance profonde, et puis surtout, ça a été chez elle un moment de révolte et de rage absolue. Le titre, c'est Rivage de la colère, hein, on en reparlera peut-être, mais il y a cette colère qui est très très importante pour elle et maintenant pour moi. Et je pense qu'elle est restée fascinée et en même temps écœurée par cette histoire qu'elle a remâchée en fait, pendant des années et des années. Et puis il est arrivé un jour où moi, petite fille, âgée de 9 ans, 10 ans, eh bien, je vois ma mère me transmettre cette histoire autour de la table de la cuisine, dans notre maison, dans le sud-ouest à l'époque. Et elle crie quasiment à table un jour, on a vendu ces pauvres gens, on les a vendus. Donc, ces pauvres gens, les Chagossiens. Et moi, je ne connaissais rien à cette histoire, évidemment. L'archipel des Chagos, je n'avais jamais entendu ce nom. Enfin, tout ça a été très mystérieux. Et elle a commencé à me raconter. Et voilà, moi, j'ai grandi finalement avec cette histoire-là, douloureuse. Et j'ai mis une vingtaine d'années avant de pouvoir en faire un roman. Mais c'est donc une histoire longue qui était inscrite dans ma chair profondément. Et est-ce que, justement, quand une histoire est si ancrée en vous et comme vous dites, dans la chair, comme ça, est-ce qu'il y a un élément ou un moment déclencheur qui incite à l'écriture, puisque vous auriez pu l'écrire il y a 10 ans ou Je pense, et là c'est assez intime, donc je resterai un peu pudique, pardon, mais c'est que je vois ma mère vieillir et que je voulais absolument lui restituer un morceau de sa jeunesse, un morceau de son adolescence, un morceau de son paradis perdu. Et que ce livre, je l'ai en fait conçu au départ comme un cadeau pour ma mère. Donc je pense vraiment que l'élément déclencheur pour moi, ça a été ça. Et à partir du moment où l'idée d'écrire cette histoire s'est vraiment imposée, là, j'ai pu démarrer un processus de documentation, j'allais dire d'enquête historique. Et puis, une fois qu'on a la documentation et l'enquête historique, il faut digérer tout ça pour passer à la littérature et au roman. Mais voilà, c'était un processus assez intime, en fait. De filiation. Et de transmission, oui. Et justement, comme vous parlez de la documentation et tout ça, vraiment une des grandes forces du livre, c'est la très grande richesse de connaissances qui a dû être accumulée pour voilà, aboutir à ce livre, sur les repères historiques, mais aussi sur la langue qu'il faut nécessairement bien maîtriser pour pouvoir bien la retranscrire. Et comment avez-vous travaillé ce livre ? Alors, plusieurs étapes. Donc la première chose, on en a parlé, c'est le récit maternel. Donc ce sont ses propres souvenirs, mais je ne suis pas née de la dernière averse non plus, et je sais bien que ma mère recompose sa mémoire, qu'il y a sans doute une part d'idéalisation aussi dans ce qu'elle me raconte, et que surtout, moi, j'ai besoin d'avoir la parole des Chagossiens eux-mêmes sur leur propre histoire. Et je sais qu'il y a un groupe d'activistes qui se trouve à l'île Maurice, qui s'appelle le groupe Réfugiés Chagos, très engagé, très actif, et que le président de ce groupe s'appelle Olivier Bancou. Et là, merci Google, en fait, je tape Olivier Bancou sur Internet et j'arrive à trouver son adresse mail. Et je me dis, bon, bah, allons-y, je lui envoie un message en lui expliquant un petit peu cette histoire personnelle, pourquoi les Chagos me touchent de manière aussi intime. Et puis je lui dis, j'aimerais faire un roman en fait, de cette histoire. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des informations à me communiquer ? Est-ce que vous voudriez bien partager un peu de votre histoire à vous ? Enfin, bon, c'est une bouteille à la mer, quoi. Et le lendemain, de mémoire, je reçois sa réponse. Une bouteille rapide. Voilà, une bouteille extrêmement rapide. Elle a traversé l'océan Indien, mais ça a été rapide. Et un message adorable où il me dit ah oui, ben, bien sûr, votre projet m'intéresse, je serais ravie qu'on puisse échanger. Et là, petit miracle, il m'apprend que 5 jours plus tard, il serait à Londres, parce qu'il a une fille qui vit à Londres. Et il me dit, ben, si vous pouvez faire le voyage Paris-Londres, on se rencontre dans 5 jours.
Ah oui, je me suis oui, dit, je peux faire le voilà, voyage c'est ça, Paris-Londres. je peux le faire, je vais le faire. Et les planètes sont alignées. Je me dis, bon, c'est une espèce de signe un peu des dieux qu'il faut que je me lance dans ce projet à corps perdu. Et on s'est rencontrés dans la maison de sa fille qui se trouve pas loin de l'aéroport de Gatwick. Donc c'est une banlieue qui s'appelle Crawley. Et là, il y a une petite communauté chagossienne en fait installée pour ceux qui ont tenté l'aventure anglaise. Ça se passe moyennement bien. On en reparlera peut-être, mais enfin, c'est assez difficile pour eux, les conditions de vie. Et ils ont des petits boulots, enfin, ils vivotent. Bref, je suis quand même accueillie les bras grands ouverts dans cette maison et je rencontre mon héros à moi, Olivier Boncout, mon Nelson Mandela, voilà. Et il me parle de son histoire, il me parle beaucoup de sa mère, de cet arrachement, puisque lui-même est né à Perros-Banhos, qui est une des îles de l'archipel des Chagos, et on a été arraché quand il avait 4 ans. Il me parle. Bon, il y a quelque chose qui se noue entre lui et moi, et je me dis, je repars avec de la matière, je repars avec cette conviction qu'il faut absolument transmettre cette histoire, et je repars avec une invitation à le retrouver quand je le peux, en fait, à l'île Maurice, dans leur bureau des archives. Et donc, je suis partie à Maurice, où j'ai toujours ma famille maternelle par ailleurs, hein, donc c'était un voyage que j'aurais pu faire de toute façon. Mais il m'ouvre le bureau de Pointe-aux-Sables. Donc, Pointe-aux-Sables, c'est pas très loin aussi de la capitale. Il y a une petite maison qu'ils ont construite de leurs mains, orange et turquoise, un peu avec les couleurs du drapeau chagossien. Et là, je plonge littéralement dans les archives. Donc ça veut dire des centaines de photos, ça veut dire beaucoup de classeurs avec tous les procès-verbaux de cette époque qui ont été consignés, des livres d'archives, un registre qui parle aussi de l'esclavage au moment où ils ont apporté aux Chagos des esclaves malgaches notamment, enfin une mine d'or quoi. Alors une mine d'or mais de poussière aussi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Il fallait faire le tri. Mais j'ai passé des jours là, j'ai scanné énormément. Vraiment, j'ai engrangé toute une matière. Et puis surtout, et c'est toujours le plus intéressant et le plus émouvant, j'ai rencontré les Chagossiens. Parce que c'est un peu leur QG, donc ils font des réunions, des comités de soutien, enfin des choses comme ça. Et j'ai pu participer à l'une de leurs réunions et rencontrer ceux qui sont devenus un peu aussi les protagonistes du livre. C'était des gens qui ont vécu cette déportation, puisqu'on parle des années 70, donc c'était pas au XVIIIe siècle. Et notamment une des femmes qui, dans les cales du bateau, avait perdu son bébé. Enfin, voilà, des histoires tragiques absolument terrifiantes. Et c'était incroyable pour moi de recevoir cette parole vive de ces gens qui étaient les témoins directs, en fait, d'une histoire qui pourrait, encore une fois, nous paraître lointaine et qui ne l'est pas. Et j'en ai filmé certains d'ailleurs. Enfin voilà, j'ai essayé là aussi d'immortaliser un peu, en tout cas, ce témoignage-là. Absolument, absolument. Et puis je suis rentrée à Paris et j'ai revu les Chagossiens encore une fois, un mois après, en septembre 2018, à La Haye, aux Pays-Bas, à la Cour internationale de justice, puisque c'était le moment où se tenait un des grands procès opposant d'un côté les Anglais et de l'autre les Chagossiens et l'île Maurice. Et ils étaient venus en petite délégation pour défendre leurs droits. Et je les ai retrouvés en fait dans l'enceinte du tribunal. Donc ça, c'est un peu le parcours, on va dire, presque militant et puis documentaire. Et après, la romancière entre en piste. Voilà, voilà, c'est ça. Donc le long processus, en fait, consiste à tout oublier. Oui. C'est capital, parce que si on écrit en ayant sa documentation sous les yeux, ce que j'appelle les fiches Wikipédia, enfin... Oui. Tout ce matériau essentiel au départ, mais qui après peut venir en fait interférer dans le récit, on n'arrive pas à écrire un roman. On écrit une thèse, on écrit un livre d'histoire, mais on n'écrit pas un roman. Donc, il faut accepter qu'il y ait une espèce de digestion lente, un peu trop lente à mon goût, mais bon, j'ai eu besoin de ce temps, pour oublier et laisser à la fois l'imaginaire, l'inconscient, la mémoire aussi, tout simplement, reprendre leurs droits. Et donc, c'est à partir du moment où la documentation et le réel, d'une certaine manière, se sont éloignés, que moi, j'ai pu m'emparer de l'histoire et imaginer des personnages pour écrire le roman. Et en faire une fiction, même si ça n'est pas une pure fiction. C'est ça. C'est ce que j'appelle un roman vrai, c'est-à-dire que vraiment, les personnages sont inventés, quand bien même ils peuvent être inspirés un peu de figures réelles. Mais derrière tout ça, il y a une construction narrative et il y a des éléments historiques qui jalonnent l'histoire, mais qui, eux, sont authentiques. Ouais.
Et donc les personnages ne sont pas des personnages fidèles aux personnes que vous avez rencontrées, mais une sorte d'assemblage comme ça d'éléments de gens que vous avez rencontrés. Ce sont toujours des figures composites, effectivement. L'héroïne, Marie-Pierre la Douceur, ça pourrait être le condensé en fait des 3 premières résistantes chagossiennes qui ont vraiment été à l'origine du mouvement pour le retour sur les terres ancestrales, etc. Elle a un peu de Rita Bancou, la mère du fameux Olivier Bancou dont je parlais à l'instant. Et puis mes propres projections, évidemment, parce que c'est quand même par ce véhicule-là qu'on peut injecter de la fiction. Voilà. Et justement, vous dites que ce roman, donc ce roman vrai, est une façon de rendre cette histoire à votre mère. Et c'est aussi une tribune, c'est aussi une forme de militantisme que vous une forme d'engagement. Une forme d'engagement, ouais, que vous laissez transparaître par un roman. Donc, ce qui est une chose assez hybride là-dessus. Est-ce que vous nous diriez justement où en est ce combat des Chagossiens pour la reconnaissance de leur territoire et de leur histoire? Oui, alors c'est le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que chaque fois qu'on accède à une victoire, le lendemain, il y a une défaite et il faut remonter ce rocher au sommet de la montagne. C'est une histoire assez épuisante en réalité pour les Chagossiens eux-mêmes parce que ce sont des montagnes russes. Donc, il y avait une bonne nouvelle suite à ce fameux procès à la Cour internationale de justice à La Haye, c'est que l'ONU, à travers cette cour, avait émis un avis consultatif favorable aux Chagossiens en disant, voilà, quand vous, Anglais, vous avez démembré l'île Maurice au moment de l'indépendance, puisque vous avez gardé pour vous les Chagos et vous avez mis de côté l'île Maurice qui a accédé à l'indépendance, vous avez fait quelque chose d'illégal. C'était interdit. Et le dépeuplement du coup de l'île était lui aussi illégal. Donc, vous devez rendre aux Chagossiens leurs terres dans les plus brefs délais. La Cour a été extrêmement précise. C'était catégorique. Mais ce n'était qu'un avis consultatif, pas un avis contraignant. Et c'est en ça qu'il y a beaucoup de cynisme en fait, dans cette histoire, parce que si c'était un avis contraignant, à cette heure, les Chagossiens seraient peut-être en train de reconstruire leur maison chez eux. Ce n'est pas le cas. Il y a eu un nouveau procès en mai 2020 à la Haute Cour de Londres, puisque au final, c'est toujours vers les Britanniques qu'on se retourne. Et les Britanniques, une fois de plus, ont déclaré que non, finalement, ils ne rendraient pas leurs terres aux Chagossiens, puisqu'après tout, ce démembrement avait été signé, acté, validé par ceux qui allaient devenir les premiers dirigeants de la République mauricienne, et que donc, ils avaient en plus donné des compensations ridicules entre nous, mais des compensations aux Chagossiens pour qu'ils puissent se réinstaller, etc. Et qu'ils avaient fait leur part du travail, et qu'ils n'avaient pas à céder à l'avis consultatif de la Cour. Donc, aujourd'hui, 50 ans après, on en est presque au même point, avec quand même des victoires qui ont aidé un petit peu aussi à mettre en lumière ce combat, parce que là, on est surtout, je trouve, sur une lutte pour la mémoire, pour la reconnaissance d'un crime aussi. La visibilisation de ce, de ce drame de faire connaître en fait une histoire qui est restée dans l'ombre pendant tant d'années. Et la prochaine étape judiciaire, ce serait faire reconnaître cette déportation comme crime contre l'humanité. Donc là, c'est encore un autre degré dans les démarches. Ça va être long, ça va être difficile. Mais les Chagossiens ne lâchent pas. Moi, ils me fascinent par leur ténacité et leur opiniâtreté. Ils ne lâchent pas. Donc, ils vont retourner au combat. Voilà, à suivre. Animé par une forme de colère. Voilà, une bonne colère, c'est ça. Fortuit. C'est ça. Et justement, donc la colère, la révolte sont un des thèmes principaux du livre, enfin qui vraiment jalonnent l'ensemble du récit. Quand on écrit un roman, on peut être soit avoir un propos délibéré de vouloir parler de la colère, soit être un peu de toute façon emporté par l'histoire que vous voulez raconter. Donc ça s'est imposé, ou vous avez essayé d'essayer de rendre compte au maximum de cette colère qui les animait? Alors la colère, ça a été pour moi le moteur de l'écriture. Donc comme j'expliquais, c'est une colère qui me vient d'abord de ma mère, qui m'a contaminée positivement. C'est évidemment la colère de ce peuple, mais c'est surtout la colère comme élan vital. Parce qu'on le sait, la colère souvent est connotée de manière très négative. C'est le moment où on ne contrôle plus, on ne maîtrise plus ses émotions, on fait n'importe quoi, on a des propos qui excèdent notre pensée, etc.
Mais je crois profondément à la colère comme petit moteur et comme dignité humaine. La colère, en fait, elle peut être très saine. Et parfois, c'est la seule chose qui fait qu'on tient debout. Et je crois que dans leur cas, c'est ça. C'est pas une colère en plus qui serait une colère vaine, crier pour crier, entre guillemets. C'est pas ça. C'est vraiment pour construire quelque chose, pour faire savoir, pour arrêter aussi l'ignorance. Et cet élan-là, en fait, il est très, très porteur. Donc, ce livre, indirectement, a été infusé par ma propre émotion, restitue la leur, j'espère. Et surtout, c'est mon but, j'espère que cette colère devient aussi celle du lecteur. C'est-à-dire que ce livre, s'il est polémique, s'il est politique, c'est pour susciter une indignation chez le lecteur qui se disent mais comment c'est possible, une histoire pareille, j'en ai jamais entendu parler, ça s'est passé dans les années 70, on parle quand même des Britanniques qui sont censés incarner aussi une des grandes démocraties dans notre monde occidental et on voit bien que c'est pas le cas. Voilà. J'espère susciter ça à travers ce livre. Oui, chaque lecteur devient un ambassadeur de ce combat. Exactement. Enfin, voilà, maintenant, vous connaissez votre mission. Et vous parlez en effet beaucoup des émotions, donc de la colère, mais aussi voilà, des 5 autres. Et ces émotions, elles passent par le corps aussi. Et dans le livre, il y a beaucoup de descriptions des corps, du rapport au corps de Marie-Pierre qui est embêtée par la taille de ses pieds, de la sensualité aussi, des corps dans les moments d'amour et de rencontre avec Gabriel. Ça aussi, à écrire, c'est difficile, non, de rendre compte de tout ça. Alors le corps, c'est une grande affaire, hein, on le sait tous, mais j'ai la chance d'avoir cette moitié de moi insulaire, avec un autre rapport au corps, je pense, que celui qu'on a en Occident. Moi, j'ai fait énormément de danse, beaucoup. Je continue à en faire, bon, pas là avec le Covid, mais normalement. Une représentation à la fin de... oui, on va vous faire un spectacle, ne partez pas. Le rapport au corps est essentiel parce que c'est le rapport le plus immédiat aux choses et au monde. Donc, Marie-Pierre la douceur, elle, l'héroïne, elle incarne ça. Alors, effectivement, c'est une femme qu'on découvre pieds nus, et elle sera toujours pieds nus. Elle a des pieds grands comme des pirogues, elle a des pieds d'homme. Elle a des pieds avec de la corne qui la protège des aspérités du sol, mais qui l'enracine aussi. C'est évidemment une métaphore du lien à la terre, du lien aussi à la liberté. Elle ne supporte pas les chaussures. Dès que son pied est enfermé, elle se sent mal, quoi. Il faut qu'elle envoie valdinguer les sandales et les brides. Et ça, c'est quelque chose qui me vient en fait de ce que j'ai pu ressentir, moi, à l'île Maurice. Et j'allais dire même moi aussi à Tahiti parce que j'ai une enfance polynésienne. Et petite, mes premiers souvenirs, c'est vraiment lié à Tahiti, à ce monde, forcément assez fou et assez paradisiaque, mais pas que en réalité. Et le corps, c'est ce qui parfois nous trahit, mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut continuer. Parfois, le corps, en fait, devance l'esprit. Et il est debout alors que l'esprit, lui, commence un petit peu à flancher. Et Marie-Pierre, elle incarne ça pour moi. Cette vitalité... d'un corps qui se dresse, d'un corps qui éventuellement se prive, une histoire de grève de la faim, sans entrer dans les détails, mais où elle est capable de se priver parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui la guide. Et d'écrire en fait les corps, alors soit en souffrance, soit au contraire qui s'aiment, soit qui renaissent par exemple dans la mer, parce qu'il y a ce rapport à l'eau qui est essentiel et là, je pense que j'ai mis un peu de moi quand même. Ça, c'est plutôt jubilatoire dans l'écriture, parce qu'on a l'impression de se fondre à son tour dans les éléments. Et c'est la merveille de l'imaginaire, mais c'est que pendant un moment, quand j'écris qu'elle nage au milieu du lagon, j'ai l'impression d'y être, moi aussi. Ouais. Et c'est vrai que s'il fallait qualifier mon écriture, je pense qu'elle est très sensorielle. Je suis très, très attachée à tout ce qui est couleur, son, parfum, sans doute à cause de mon enfance. Mais ça fait partie des choses agréables à écrire. Oui, et qui permettent, en tout cas en tant que lectrice, d'appréhender ce territoire qui nous échappe, qu'on ne connaît pas. Enfin, toutes les descriptions, en effet, très, très sensorielles, donc des couleurs, des odeurs, en effet, de la langue et tout. Tout l'enjeu dans ce genre de description, c'est de se tenir sur la ligne de crête de l'exotisme. Ça, c'est la chose difficile. Du catalogue. Exactement, parce que c'est une réalité que les plages sont merveilleuses, que le sable est blanc, que le soleil est là, que ça sent des parfums sucrés incroyables, etc.
Et pourtant, c'est dur. Donc, ça a été compliqué pour moi. Et d'une certaine manière, j'ai voulu jouer un peu sur un décalage du poncif, parce que dans l'esprit des gens, en tout cas je crois, c'est l'île Maurice qui est le paradis. Oui. Bon, un voyage de noces, on va à l'île Maurice. Enfin voilà, l'île Maurice véhicule ça, je pense, dans l'esprit de beaucoup. Et c'est aussi une vérité de cette île. Hein. C'est paradisiaque, c'est très beau, etc. Mais pour les personnages, en fait, Maurice, c'est l'enfer urbain. C'est la ville, c'est la pollution, ce sont les bidonvilles après, c'est la violence et la rudesse. Et le paradis, ce sont les chagos. Donc pour mon personnage mauricien, Gabriel Némorin, qui est donc le secrétaire de l'administrateur colonial, bah lui, son rêve, entre guillemets, sa carte postale à lui, c'est pas Maurice, c'est l'archipel des chagos. Le paradis est toujours ailleurs. Exactement, voilà. Je voulais jouer un peu sur ce décalage-là pour ne pas tomber dans le piège de l'exotisme, en tout cas de le mimer au départ, mais en fait pour lui tordre le cou très rapidement. Voilà. Et au sujet justement voilà, de ces territoires qui sont décrits donc de Maurice ou de l'archipel, il y a évidemment un thème intrinsèque qui est le rapport entre le territoire et l'exil, puisqu'ils y sont forcés. Et justement, est-ce que vous, il y a un endroit où vous vous sentez chez vous, puisque avec cette enfance en Polynésie, un héritage mauricien significatif. Et une vie en France et voilà, dans le sud-ouest et à Paris, si on reprend juste ce qui a été cité, et probablement il y a encore plein d'autres choses. Oui, j'ai vécu en Italie aussi, ouais. Oui, donc voilà, j'ai voyageuse quand on avait le droit, voilà. Est-ce qu'il y a un endroit comme Marie-Pierre où vous vous sentez chez vous, parce qu'elle a l'air de vraiment, voilà, c'est son seul endroit et ailleurs est un enfer. Est-ce que vous, il y a un endroit où vous vous sentez chez vous? Ah bah, je vais faire une réponse, alors là, de romancière pur sucre, l'écriture. Mais en réalité... C'est un book club. Oui, voilà, ça a été très bien préparé. Non, au-delà de la blague ou de la posture, en réalité, quand on est écartelé entre différentes cultures, entre différentes langues, entre différentes mémoires, et moi je le suis avec exactement un héritage en fait. Je ne suis pas en première ligne puisque ce n'est pas moi qui me suis exilée, et je suis le fruit de ça et de ce que ma mère m'a transmis. Mais je me sens moi-même dans ce déchirement, dans cette fracture. Et le seul lieu en fait qui permette de combler la fracture et l'interstice, pour moi c'est la littérature, c'est l'écriture, c'est la création de manière générale en fait. Donc le seul lieu où je me sente chez moi tout le temps, où que je sois, ben, c'est dans la page blanche. Ça, j'aimerais vraiment transmettre ça, que c'est pas juste une posture ou une position romantique de l'écriture. En fait. Moi, c'est ma chance. Hein. Ça, c'est sûr que c'est ma chance. Être partout chez soi, finalement. C'est ça, parce que sinon, je suis chez moi nulle part. Donc il faut bien trouver un lieu, sinon la vie est un peu difficile. Parce que quand je suis à Maurice, et c'est vrai qu'il n'y a rien que j'aime tant que le moment où je sors de l'avion et j'arrive sur le tarmac de l'aéroport et j'ai toute cette bouffée d'air humide, chaude, avec l'iode et les embruns, parce que l'aéroport est vraiment en bordure de mer, dans le sud, à côté de Maïbourg. Il y a ce moment où j'ai l'impression d'être à la maison, quand je sors et que je retrouve cette atmosphère, en fait, l'air chaud. Comme une familiarité qui a été totalement héritée. Comme la laine d'une mère, presque, la laine chaude d'une mère. Et puis, après, je retrouve ma famille. Il y a bien sûr la nourriture, qui est un autre lieu possible, d'ailleurs. Tout à fait, alors repartager. Voilà, c'est ça, qui nous enveloppe et vraiment nous permet de nous reconnecter avec les territoires perdus. Mais il y a un moment où la française aussi me rattrape, et où je vois la distance, ce qui est resté de moi ailleurs, à Paris par exemple, ou peu importe. Voilà, donc c'est un tiraillement permanent. Et quand je suis ici, surtout en ce moment, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être là-bas. Et quand je suis là-bas, j'aime bien être ici. Bon, bref, on s'en sort pas, quoi. Mais c'est une bonne nouvelle, en fait, parce que ça m'incite à créer. Oui, et puis il y a le regard que les autres portent sur nous aussi, puisque ça vous le décrivez aussi dans le livre. Si Maurice est vécu comme, est
pour nous une île paradisiaque alors qu'elle est vécue par les Chagossiens comme une ville dense et un peu violente comme ça. Il y a aussi le regard des Mauriciens sur les Chagossiens qui est dur également. Oui, c'est une vilaine typologie, ce qui consiste en fait à trouver toujours inférieur à soi. Et chacun se rassure en se disant il y a quelqu'un qui est en dessous de moi, donc moi j'ai quand même un petit niveau. C'est très intéressant dans la communauté créole, par exemple. Parce qu'à Maurice, effectivement, il y a plein d'ethnies très différentes. Donc vous avez les créoles qui sont, ça c'est ma famille, hein, qui sont de religion catholique, qui ont une gradation en fait dans la couleur de peau, soit qui sont café au lait, on va dire, à peu près comme ma mère et comme Gabriel Némorin, le personnage, et puis d'autres qui sont beaucoup plus noirs. Évidemment, ceux qui sont plus clairs ont l'impression d'être au-dessus de ceux qui sont plus noirs, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, malheureusement, le racisme se trouve partout. Vous avez la communauté indienne qui est soit hindoue, soit musulmane, et puis vous avez une communauté chinoise, bouddhiste, etc. Et tout ce petit monde se tolère, plutôt en harmonie, mais dès qu'on rentre un peu dans l'intimité des familles, etc., on s'aperçoit que les mélanges sont toujours très mal perçus, que un Indien avec une créole, on pourrait peut-être éviter. Enfin voilà, il y a toujours quand même ce poids de la communauté qui pèse et qui empêche en fait cette fameuse nation arc-en-ciel d'être pleinement réalisée. Mais ce livre contribuera peut-être à prendre conscience à tout le monde de la proximité finalement de l'histoire et de la force des combats partagés. Au sujet justement là, de l'écriture en elle-même, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, je me demandais justement comment, donc vous avez expliqué le processus de documentation et d'écriture derrière. Est-ce que vous êtes contrainte à écrire tous les matins ou relire tous les matins, puis tout oublier, écrire l'après-midi? Est-ce qu'il y a eu, parce que chacun a ses petits trucs. Donc... Alors ce roman, j'avais dit ça à des amis, était victime du syndrome de Pénélope, qui consistait à défaire tout ce que je faisais de manière mais presque pathologique. Vraiment, l'écriture de ce livre a été un peu compliquée. Hein. Je me suis détestée pendant l'écriture. Donc je lançais des paragraphes entiers parfois, alors pas jusqu'à des chapitres, mais au moins des paragraphes. Et le lendemain, je les reprenais, j'effaçais. Je trouvais que c'était mauvais, que c'était vraiment pas au niveau de ce que j'avais dans la tête. C'était très décevant, parce que dans la tête, c'était vachement bien quand même. Mais sur le papier, pas du tout. Et donc, ça a été un peu laborieux. Et il y a eu un moment où j'ai lâché un peu les chevaux en disant, bon, écoute, va au bout de ton histoire. Tant pis, tu sais qu'il y a plein de choses qu'il faudra reprendre, mais va au bout de l'histoire, ce sera déjà bien. Ce que j'ai fait, mais un petit peu en me cachant les yeux comme ça, en disant, bon, ça, je vais réécrire, ça, je vais réécrire. Et à partir du moment où, on va dire, la trame entière était fixée, là, j'ai ressenti quand même un premier soulagement. Ça, c'était là, j'allais pouvoir maintenant commencer un travail d'écriture. Et c'est là où les choses sont intéressantes, parce que moi, ce que j'aime, c'est la langue, c'est le travail de la langue. Donc, j'ai pu vraiment réécrire ce que j'appelle la partie la plus romanesque, donc vraiment de 67 à 75, la vie de Marie-Pierre avec Gabriel et le moment où l'histoire les percute de plein fouet. Et c'est à la toute fin que j'ai ajouté l'autre voix, qui est celle de Joséphin, le fils, qui est une voix contemporaine. Qui part à La Haye. Qui part à La Haye, donc c'est 2018, qui dit la transmission du combat, puisqu'il a hérité ça de sa mère, qui dit que la lutte n'est pas terminée aujourd'hui, effectivement, et qui est la voix de la colère, qui est celui aussi qui vient secouer un peu le lecteur, l'interpeller, le sortir de sa zone de confort. Et quand j'ai enfin trouvé cette voix, mais à la dernière minute ou presque, parce qu'en plus j'avais un calendrier par rapport à l'éditeur, il fallait rendre le texte, j'étais un peu sous pression, mais c'était ma faute, voilà. Les choses se sont débloquées. Je me suis dit, voilà, c'était ça qui manquait. Maintenant, au moins, je suis contente d'avoir été au bout du geste. Et je sentais qu'il manquait quelque chose. Et avec cette voix-là, j'avais en tout cas traité les différents aspects qui m'avaient en plus, moi, donné envie d'écrire.
Donc au départ, se sont alliés l'histoire d'amour et l'histoire historique. Enfin, voilà. Puis est venu stresser comme ça la partie contemporaine, en effet, puisque dans tout le livre, j'imagine que certains d'entre vous ne l'ont pas lu, voilà, dans tout le livre, on sort tout le temps de l'histoire initiale pour toucher l'actualité et toucher la cour internationale. C'est une voie que je compare à celle du cœur antique dans la tragédie, puisque ce livre, de toute façon, je l'ai conçu comme une tragédie. À partir du moment où je me suis fixée sur cette forme, d'ailleurs en exergue, il y a une phrase de Racine, et c'est pour ça, 5 actes, le livre, il y a 5 parties, enfin, il y a des choses assez précises. Le destin qui, à mesure qu'on souhaite en éloigner, nous rattrape. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ces forces, en fait, venues de l'extérieur, venues d'en haut. Voilà, c'est toujours l'accablement par quelque chose d'en haut. J'ai voulu travailler la notion du dilemme aussi, sans tout dévoiler pour ceux qui nous regardent. Mais effectivement, Gabrielle est confrontée à un dilemme à un moment donné. Et le dilemme, c'est quoi? C'est que, quelle que soit l'action et quelle que soit la décision qu'on prenne, elle sera mauvaise. Voilà. Donc, soit... la conséquence va porter sur tel aspect ou sur tel aspect, mais dans tous les cas, il y aura des victimes, quoi. Voilà, ça va faire du mal de toute façon, et on pourra pas empêcher ça. Donc j'ai travaillé sur toutes ces dimensions-là, et Joséphin, c'est le cœur, en fait, c'est celui qui vient dire aux spectateurs, sache que ce que tu es en train de voir n'est pas simplement une fable, ça te concerne, ça se passe, c'est réel. Oui, ce qui actualise sans cesse le récit. Et j'ai peur. Oui, voilà, on me fait signe qu'il faut qu'on arrête de parler tout le temps. Juste une dernière question avant qu'on passe à vos questions. Il semblerait que vous retrouviez bientôt chez vous dans l'écriture d'un nouveau livre. Pouvez-vous confirmer cette information, Caroline Laurent? Je confirme cette information. Très bien, très bien. Il y a un nouveau projet en cours. Oui. Voilà. Et sur les informations, on s'arrêtera à un projet en cours où on a le droit de savoir des choses? Je peux juste dire qu'à un moment donné, il sera question à la fois d'une femme et d'une île à nouveau. Donc très bien. Voilà, on va rester dans des thématiques qui me sont chères. On vous réinvitera pour l'étude de la place des femmes dans votre œuvre. Avec plaisir. Puisque nous n'avons pas le temps d'aborder, puisqu'on me fait signe qu'on n'a pas le temps d'aborder. Super. Alors, Maxime, avons-nous des questions? Bonjour Caroline, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, quelques questions d'Aurélie Lit des livres. On appréciera le jeu de mots. Combien de temps a-t-elle mis pour écrire ce livre? Quel processus d'écriture suit-elle? Alors, vraiment, le temps de rédaction à part entière, je dirais... J'ai toujours du mal avec les chiffres, mais quelque chose comme 3 mois ou 4 mois. Très court. Très court. Très intensif, donc souvent la nuit. Ça, c'est lié aussi à nos vies professionnelles, nos vies actives. On écrit quand on a le temps, et souvent, le temps, c'est la nuit. Et la nuit, en plus, j'adore parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais c'est vrai, la nuit, c'est pas simplement une temporalité. Pour moi, c'est un espace. La nuit, ça devient un lieu, surtout à Paris, où on est quand même cerné par le bruit, par le côté très, très bruyant et suractif, en fait, du quotidien. Et voilà, la nuit, les choses se posent. C'est un moment où je peux vraiment avoir le sentiment d'aller vers moi-même. Donc... Et le processus, je l'ai un peu décrit là, mais j'aime bien ne pas trop réfléchir en fait à ce que je suis en train de faire. C'est comme... Ça se voit pas, hein, franchement. Mais alors, tant mieux, parce qu'on va reparler un tout petit peu de danse. Mais quand on danse, si on se dit « je suis en train de danser et de faire tel et tel pas, et après, dans la chorégraphie, je dois faire tel autre pas », forcément, on chute, on tombe, ou on voit l'effort. Enfin, c'est pas terrible. Et il faut se laisser porter un moment, s'abandonner. Et dans l'écriture, c'est le moment assez d'ailleurs jubilatoire quand il y a quelque chose qui nous emporte. Il y a beaucoup de travail pour que la fluidité semble évidente. Exactement. Alors, on a une question de Mel. Question d'une Mauricienne. Avez-vous eu l'occasion de présenter votre livre à l'île Maurice ? Comme vous le savez peut-être, l'histoire de Maurice et des Chagos est très peu enseignée à l'école et votre livre pourrait être un support pédagogique précieux pour partager cette histoire aux jeunes et aux moins jeunes. Merci, vous parlez d'or. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller à Maurice parce qu'on avait évidemment songé à faire quelque chose, notamment à l'Institut français à Rosille. Je pense que ça parlera à l'auditrice. Le problème, c'est que le confinement est arrivé trop vite. Le livre est sorti en janvier 2020 et dès le mois de mars, c'était terminé.
En revanche, à l'inverse, Olivier Bancoult, le leader chagossien, est venu à Paris en janvier pour être associé au lancement, et c'était un moment très très émouvant. Je vous donne juste une anecdote, mais qui pour moi dit beaucoup. Il est arrivé donc, en plein hiver, il avait juste un sweatshirt à capuche, il n'avait pas de manteau, enfin, je lui ai prêté une écharpe, bref. En revanche, on avait une signature prévue en librairie avec une rencontre, c'était au Divan, dans le 15e arrondissement. Et pour la rencontre au Divan, il était habillé comme à une tenue de mariage, en fait. Il avait un costume, une belle chemise blanche, sa cravate, parce que c'était important, et il allait parler d'un livre dans un lieu peuplé aussi de livres. Et ça dit tout le rapport au savoir, à la mémoire, à la manière dont on essaie un jour quand même de mettre fin à l'ignorance. Et si jamais, effectivement, à Maurice, on pouvait, à travers ce livre, mais celui-ci ou un autre, peu importe, mais parler et enseigner cette histoire qui est intrinsèquement liée à celle de l'indépendance, ce serait un énorme progrès, mais je crains que ce ne soit pas le cas, parce qu'en plus, j'égratigne un tout petit peu le gouvernement mauricien quand même dans le livre en disant les faits, en fait, tout simplement. Je n'ai même pas besoin de charger de la barque. Et je ne suis pas sûre qu'au niveau des hautes instances, ça passe. Donc, il faudra que ce soit sous le manteau. On a une question de Caroline. Est-ce qu'il y a des auteurs chagossiens qui écrivent sur leur histoire ? Pas à ma connaissance. C'est un des gros problèmes, en fait, aussi de cette communauté qui n'a pas accès aux études supérieures. Toujours pas. Depuis le début, de toute façon, leur drame est avant tout un drame de l'ignorance. C'est un peuple qui n'a pas eu vraiment accès à l'éducation du temps, j'allais dire, de la colonie britannique. Et puis même aujourd'hui, à Maurice, tout est payant. C'est pas comme chez nous en France, hein. On veut passer des diplômes, on veut accéder aux études supérieures. Si on n'a pas d'argent, mais ça s'arrête immédiatement. Donc le rapport à l'écrit est compliqué pour eux. En revanche, il y a le livre d'une Mauricienne qui est magnifique, qui s'appelle Shehnaz Patel. Et elle a écrit Le silence des Chagos. Donc je lui fais un petit clin d'œil parce qu'elle est en exergue aussi du livre avec Racine. Et c'est un très beau roman qui dit aussi la violence de l'exil. Donc en termes de fiction, ce sont les deux livres qui existent aujourd'hui en français. Sinon, il y a eu des ouvrages historiques, en anglais notamment, ou publiés par des éditeurs américains. Mais beaucoup plus des ouvrages universitaires. Oui, donc en fait... Très très peu de fiction. Il y a une question d'Elena. Pensez-vous du coup que le livre pourrait relancer le dialogue entre l'ONU et le gouvernement anglais ? Alors, j'ai pas cette prétention parce que si tel était le cas, vraiment la littérature ferait des miracles. En revanche, j'ai quand même un petit espoir, c'est que ce livre va être traduit en anglais et il va être publié dans tout le monde anglophone. Donc c'est un éditeur américain qui l'a acheté, mais ça va être diffusé en Grande-Bretagne et puis après en Australie, etc. J'aimerais juste en fait que ce livre touche l'opinion publique en Angleterre, parce qu'à mon avis, c'est le seul levier vraiment efficace. Au niveau de la Cour, franchement, à partir du moment où ils avaient l'ONU avec eux, ils peuvent difficilement avoir plus. Mais l'opinion publique, ça peut être un levier. Puis on en parlait tout à l'heure, est-ce que le décès un jour de la reine, quand même peut-être un jour... Non, jamais. Non, jamais. Jamais. On veut 176 saisons de The Crown. Voilà. On est bien parti en même temps. Est-ce qu'un jour, voilà, le changement, on va dire, de roi, puisque a priori ce sera Charles, peut changer les choses ? On ne sait pas. Mais c'est souvent quand même de la pression populaire que vient le changement. On reste calme, on parle d'une base militaire américaine ultra stratégique en plein cœur de l'océan Indien, c'est-à-dire à portée de missiles de tout le Moyen-Orient, de l'Afrique orientale, de l'Asie, et on sait à quel point ils sont vigilants aujourd'hui, les Américains, sur l'avancée de la Chine. Ils ne sont pas prêts, à mon avis, à rendre les éditions Pocket et tout, on va réussir. Oui, c'est vrai. Donc, on fera une grande fête pour fêter la restitution des terres chagossiennes aux Chagossiens. Voilà. Il y a une question de prof FLE, donc on suppose que c'est du français langue étrangère, qui nous écrit du sud de l'Espagne. D'ailleurs, il pourra nous dire d'où exactement. Écrire sur un sujet qui vous touche de très près est-il très douloureux ? J'imagine que vous avez découvert vos racines historiques en quelque sorte. Elles ont été renforcées. Félicitations et merci. Oh, merci beaucoup. Muchísimas gracias.
Oui, c'est vrai que c'est un livre dans lequel je me suis découverte aussi, et où j'ai découvert d'ailleurs autant ce qui me façonnait que mes propres manques. C'est aussi une manière de découvrir d'autres absences. Et là, ça a été le cas. Et ce qui est beau, c'est de ne pas forcément chercher à combler ces absences-là, mais à les regarder, à les reconnaître, à les accepter, donc. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est évidemment la réaction de ma propre famille mauricienne, parce que le livre, quand même, a eu un joli éclairage là-bas, dans la presse, notamment, et puis l'équivalent du JT de France 2, vous voyez, sur place, sur la MBC. Et là, ma tante m'a appelée, elle était en nage, quoi, parce que pour elle, c'était fou, sa nièce passait à la télé, et c'est vrai que c'était un peu improbable, d'ailleurs. Et juste ça, à titre tout à fait personnel, encore une fois, hein, bien sûr, le roman a un enjeu qui dépasse largement le cadre intime, mais c'était quelque chose qui m'a fait du bien et qui me permet aujourd'hui peut-être de dire, oui, l'écriture... c'est vraiment c'est mon affaire, donc je vais pouvoir continuer. Et ça m'a consolidée. Voilà. Alors, on a une question de Julie sur la technique littéraire. Je crois que vous avez particulièrement travaillé le créole présent dans le livre. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez fait pour qu'il soit compréhensible pour toute personne ne parlant pas créole ? Ah, excellente question, merci beaucoup. Oui. Ça a été assez compliqué et en même temps passionnant. C'était une énigme en fait du livre qu'il fallait régler. Ma première impulsion, puisque je parle et comprends le créole mauricien, avait été de transcrire au plus près du vrai créole mauricien, en fait, les expressions des chagossiens, etc. Première lecture de l'éditrice. Oula, je n'ai rien compris, Caroline. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Je me suis dit, bon mince, donc c'est pas transparent. Moi, je pensais que ça pouvait être transparent. Ça l'est pas, parce qu'en plus, c'est vraiment le créole une langue orale. Et quand on l'a fadit d'une certaine manière en la passant à l'écrit, les intonations, tout ce qui permettrait de deviner, ne marche plus. Donc, ça, c'était pas possible. Deuxième solution, garder ce créole mauricien, mais mettre des notes. Et ça, c'était niette. Je voulais absolument pas avoir des notes de bas de page qui allaient heurter la lecture, qui allaient justement nous renvoyer vers quelque chose peut-être de plus historique, universitaire. Enfin, je voulais garder la fluidité du roman. Donc, pas de notes, pas de glossaire, pas de tout ça. Et la seule solution, mais qui a été finalement une solution politique presque, ça a été de traduire le créole en français pour garder les structures grammaticales joliment bancales parfois, parce que c'est une langue qui boite un peu. D'ailleurs, c'est lié au rythme du séga mauricien, qui est cette musique traditionnelle qui vient directement de l'Afrique et de l'esclavage, qui est toujours un rythme un petit peu comme ça, heurté, qui n'est pas fluide, qui n'est pas lisse. Et de garder ce côté syncopé de la langue. Et pourquoi je dis que c'est politique ? Parce que finalement, dans cette histoire, c'est pas le créole qui serait transformé, comme on dit, en petit nègre, etc. Non, c'est pas ça. C'est le français qui est minoré. C'est le français qui perd de sa noblesse, entre guillemets, au service du créole. Et donc, c'était une manière aussi pour moi de restituer à la langue créole un petit peu ses ors, un vrai statut de langue. Tout en signifiant immédiatement le rapport de force entre les deux personnages, puisque Marie ne parle que cette langue créole, là où Gabriel, même s'il la parle aussi, il la comprend, est attaché au français parce qu'il a baigné dans cette éducation bourgeoise, etc. Et donc ça montrait le contraste aussi entre deux mondes et deux classes sociales. Voilà. Y a Clotilde qui vous fait un compliment et une question. Caroline, j'ai adoré votre premier roman que j'ai offert à plusieurs amis. Je vous attendais sur ce second, il m'a beaucoup touché et me révolte également. J'attends avec impatience de retrouver votre magnifique écriture et votre sensibilité dans le troisième, et ça rejoint une question de Aurélie Lidélivre. Est-ce qu'on a une petite idée sur le thème du troisième roman ? Merci. On insiste, oui, Caroline. Merci infiniment, ça me touche énormément. Ça m'incite à continuer tout ça, c'est formidable, oui. Je suis lancée dans le troisième livre, donc sans en dire trop parce que je suis un peu superstitieuse. Et puis on a, je pense, de bonnes raisons de l'être parce que parfois les livres partent dans tous les sens, etc. Mais il sera aussi question de femmes, donc ce sera un portrait de femme, sans doute une femme à un moment de bascule dans sa vie. Et il sera question aussi d'insularité, alors pas du tout l'océan Indien cette fois-ci, mais je veux travailler sur la question à nouveau du corps, du rapport au corps, du corps en métamorphose peut-être. Il y a quelque chose autour de ça qui est en train de
de naître. Je veux écrire sur la solitude et je veux écrire sur la création. Avant toute chose, je crois que ce 3e livre va surtout parler de ce que signifie la création, justement aussi pour un corps d'ailleurs, pour un esprit et pour une femme qui, encore une fois, cherche une forme d'émancipation. Voilà. Donc, j'y retournerai ce soir, promis. Je travaille. Mais clairement, autre chose n'est plus permis. C'est ça. On a une question de Caroline. Comment votre famille a accueilli l'écriture de ce roman ? Alors, il y a ma mère et il y a le reste de la famille. Donc, Comme souvent. Comme souvent. Chez moi, c'est vrai que c'est un peu monomaniaque, ma mère et les autres. Ma mère, c'est assez étonnant parce que, comme je vous le disais au départ, je l'ai interrogée sur les Chagos. Et je crois que pour elle, c'est resté longtemps tout à fait flou. Peut-être qu'elle ne croyait pas vraiment que j'allais faire un livre en fait, de cette histoire. C'était lointain ou par pudeur, elle ne m'interrogeait pas. Enfin, c'était dans une espèce d'abstraction. Et le jour, quand même, où je lui ai dit que déjà j'avais vu Olivier Bancoult, elle s'est dit ah oui, peut-être un peu quand même. Deuxio, que j'avais été aux archives à Maurice, mais le moment de bascule pour elle, ça a été le fait que j'aille à La Haye. Mm-hmm. Oui, qui est voilà. Quand les Chagossiens en fait m'ont dit on aimerait que tu sois associée à la délégation chagossienne et que tu viennes avec nous à La Haye, et que je lui dis ça, là l'émotion a pris le pas, elle a compris que les choses étaient sérieuses et que un livre verrait le jour. Donc ça a été pour moi très émouvant. Et ma mère a été une des toutes premières lectrices du manuscrit. Et c'était beau de voir aussi comment elle reconnaissait ce qu'elle avait vécu. Voilà, ça c'était important. Et puis comme je le disais, le reste de la famille à Maurice, c'était un peu plus dans un deuxième temps. Et ça a été un accueil très chaleureux, même s'il y avait des complications liées au Covid pour acheminer le livre, parce que c'est loin, l'île Maurice, 12 000 km de Paris. Donc voilà, il y a eu des petites frustrations, bien sûr, liées à cette année Covid, mais enfin, c'est un autre sujet. On insiste dans les commentaires. Une date pour le 3e, fin 2021, début 2022 ? Plutôt fin 2022. Si tout se passe bien, si le texte le mérite, si je suis à peu près satisfaite de ce que j'arrive à sortir, ce serait plutôt pour la rentrée littéraire 2022. A priori, voilà, sous réserve. Pas avant, en tout cas. C'est ambitieux. Oui, parce que, en 2 mots, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, si un livre sort en août, septembre 2022, admettons, ça veut dire que tout est prêt et qu'on commence aussi des réunions avec les libraires sur avril, en réalité. Donc, c'est très, très en amont. Donc, pour qu'en avril, le texte puisse commencer à être diffusé auprès des professionnels, ça veut dire qu'en réalité, moi, j'ai tout rendu en décembre prochain. Donc, il ne me reste pas tellement de temps. Voilà, donc je vais prendre ça. Cette petite année sera tout à fait nécessaire. Alors, il y a Marie qui vous demande, elle peut peut-être préciser sa question. Pouvez-vous décrire comment vous répartissez dialogue et narration ? Comment trouvez-vous la voix de chaque personnage ? Très intéressant. Alors, je crois que je fais assez peu de dialogue. Je trouve que les dialogues, c'est ce qu'il y a de plus difficile ou presque dans l'écriture romanesque, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que les dialogues qui semblent plaqués. Et j'appelle ça les dialogues à l'attention du lecteur, c'est-à-dire « Oh, tu as vu !» Enfin, un peu clin d'œil appuyé à la caméra. Tu as vu le référendum sur l'île Maurice va bientôt apporter l'indépendance. Oh, mais non, Gabriel, pourquoi dis-tu ça, voyons. Merveille, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pas possible. Il faut que le dialogue, ce soit vraiment pour moi entre les personnages du roman. J'aime beaucoup. Et qu'il y ait cette interaction crédible, en fait, vraisemblable. Ça veut dire que dans le dialogue de mes personnages, il y a plein d'informations que je ne peux pas donner au lecteur, qui doivent, du coup, mécaniquement passer par le récit. Et par ailleurs, je me méfie parfois des tunnels aussi de dialogue qui peuvent représenter une forme de facilité aussi à un moment donné où, sur 8 pages, on a juste des échanges comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, en tout cas j'essaye, je ne dis pas que j'y arrive, mais de donner quand même à la parole réelle un côté saillant. C'est-à-dire que quand les personnages s'expriment, c'est que vraiment il y a quelque chose qu'eux seuls peuvent dire et qui apporte soit alors une dimension intime où on comprend que quelque chose se noue dans leur relation, au contraire un truc un peu tragique,
En tout cas, voilà, c'est lié aussi à des moments forts d'émotion. Et ce dosage, il est assez complexe. Et j'écris plus facilement dans la description, dans les actions, que dans les dialogues. Pour l'instant, en tout cas. On verra troisième. Ne revenez pas sur le sujet vous-même. Alors, on a Jean-Pierre qui nous demande quels sont vos auteurs de référence. Et Clotilde qui enchaîne, et la question est liée. Si vous deviez nous conseiller un livre, ça serait lequel ? Alors, je vais commencer par la question de Clotilde. C'est vrai que c'est un livre dont je parle sans cesse en ce moment, y compris sur mon compte Instagram, etc. Mais c'est Le Coût de la vie de Déborah Lévy, aux éditions du Sous-Sol. C'est un livre en plus qui m'a été offert par une amie chère. Et c'est un bijou, c'est très court. C'est un récit, on n'est pas dans un roman. C'est la vie d'une femme d'origine sud-africaine et qui vit en Angleterre depuis des années, qui va se séparer et qui seule va élever ses 2 filles adolescentes et qui surtout va découvrir sa propre liberté et qui va la découvrir notamment à travers l'écriture. Et c'est un peu le surgissement d'une conscience, d'une femme qui s'empare de sa vie, enfin, après presque 50 ans en fait, muselée, à pas avoir décidé de ce qu'elle voulait faire. Et c'est une épiphanie, ce texte. Et tout est beau, tout est juste. La traduction de Céline Leroy est absolument merveilleuse. J'adore aussi cette couverture qui est d'un jaune citron qui nous donne de l'énergie, qui est pleine de vitalité, qui est à l'image du texte. Et vraiment, ça, je vous recommande. Et l'autre question, c'était plutôt mes auteurs fétiches. Bon, ils sont nombreux. Vos auteurs de référence. Mes auteurs de référence. Alors, je peux vous dire des choses factuelles. À l'université, j'ai travaillé sur la poésie du 19e siècle. J'ai travaillé notamment sur les chants de Maldoror de Lautréamont, qui dans son genre était un fou furieux assez génial. J'ai travaillé beaucoup sur Georges Perec. J'ai travaillé sur des écrivains qui sont à la lisière de la philosophie, comme Cioran. Et j'aime d'ailleurs particulièrement Roland Barthes, qui se tient aussi sur cette ligne-là. Il n'a jamais écrit de fiction, hein, mais toujours des ersatz de fiction, en fait, qui dissimulent dans ses textes sur littéraire, en tout cas sur l'écriture. Et si vous n'avez pas lu encore Les fragments d'un discours amoureux ou La chambre claire, bah, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez vous régaler. C'est absolument brillant, intelligent. Ce sont des œuvres en fait qui nous permettent de mieux lire et d'écrire derrière. Ce sont des œuvres avec lesquelles on dialogue, qui ne nous écrasent pas, quoi, qui ne nous enferment pas. J'ai lu et adoré vraiment La recherche de Proust. Alors on a toujours une espèce de réticence un peu à dire j'aime Proust, parce qu'on a l'impression que ça fait dîner en ville et que c'est mondain. Mais en réalité, Proust, c'est vraiment pour tout le monde, parce qu'il y a tout, et sur les relations humaines, amoureuses, en fait, on n'a pas fait mieux. Hein. C'est merveilleux. Dans les phares, entre guillemets, je citerai Flaubert. Mais Flaubert, il ne faut pas trop le fréquenter, parce que c'est un mauvais garçon. Il est cruel, il est ironique. Il peut, je trouve, être contagieux d'une façon un peu dure, parce que sa vision du monde, en fait, est terrible. C'est dénué d'affect. Chez Flaubert, c'est cinglant et c'est prodigieux parce que c'est intelligent, mais c'est dur. Et puis bien sûr Annie Ernaux et bien sûr Marguerite Duras. Voilà, lisez. Alors je vais prendre une dernière question si vous en avez en stock dans les commentaires. Depuis quand écrivez-vous ? Alors sérieusement ou pas sérieusement, parce que en fait le chemin d'écriture commence toujours par des balbutiements et c'est bien normal. J'écrivais de la poésie quand j'étais petite. Attention, messieurs dames, il y avait du niveau. J'ai commencé enfant en fait avec des petits poèmes qui venaient remplir mon carnet que je fermais avec un petit cadenas. Je ne sais pas si vous aviez ça à l'époque, le petit cadenas secret, parce qu'il ne fallait pas que les parents découvrent ces chefs-d'œuvre de la poésie, du type les poissons sont polissons, parce que ça faisait une rime riche. J'ai après écrit de la poésie un peu plus sérieusement quand j'étais au lycée. J'avais remporté un prix, c'était le prix Paul-Jean Toulet qui avait été remis à Toulouse. Je me souviens, on était parti avec le directeur du lycée à Toulouse parce que quand même il était fier. Donc plutôt un souvenir charmant. J'ai commencé par écrire aussi des nouvelles pour répondre à des petits concours, mais qui étaient vraiment plutôt pour m'amuser, hein, sincèrement.
Et comme à chaque fois, j'avais la chance d'avoir 1 ou 2 prix, ça me permettait d'avoir des cadeaux. J'étais ravie. Du type un abonnement d'1 an à l'Opéra de Paris. Donc ça, c'était un beau cadeau quand même. Parce que l'Opéra de Paris avait lancé un concours de nouvelles. Donc j'avais participé. Mais les choses sérieuses ont commencé plus récemment. C'est fou d'ailleurs de se dire qu'on a toujours été en présence de ce matériau qui est l'écriture, la langue, etc. Et puis à un moment donné, les choses se font, on bascule du côté obscur de la force. Et à partir du moment en fait, où il y a des livres publiés et que ça devient réel, là je crois qu'un mouvement est enclenché et qui ne s'arrête plus parce qu'on se sent enfin autorisé. Voilà. Dans l'écriture, ce qui est long, c'est d'arriver au moment où on se sent enfin autorisé, légitime, enfin, toutes ces questions dont on met parfois un peu de temps à se débarrasser. Oui, probablement. Mais on y arrive à un moment. Voilà. Un petit peu de chemin pour tout le monde. Toujours. On finit. Bon. Eh bien, c'est le moment de dire merci. C'est le moment aussi donc de redire. Donc, Rivage de la colère aux éditions Pocket. Qui peut bien occuper les soirées de confinement? Bon, je dis ça, voilà. Je dis rien. Préparons-nous, chers compatriotes. Et voilà, et merci pour ce livre, parce que loin de l'absence d'affect de Flaubert, c'est une écriture très sensorielle, très charnelle, très solaire, alors que la vie de Marie-Pierre est plutôt sombre et éprouvante. Donc voilà, c'est un très joli livre qui mêle la puissance de la littérature je sais pas comment dire, à la pédagogie d'un documentaire. Donc voilà, on apprend et on est ému. Donc c'est très recommandation. Sinon voilà, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Et vous avez parlé tout à l'heure de la phrase en exergue de Chanez Patel qui, je crois, est des îles où le temps s'écoulait sans hâte. Clairement, nous n'y sommes pas puisque le temps a passé très très vite. Donc voilà, merci Caroline. Merci à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Il est temps de faire des attestations pour rentrer pour nous. Et voilà, à très vite pour le prochain Book Club. Au revoir.